La fillette la plus incestueuse du Mexique a accouché à l'âge de 10 ans et personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a rien demandé. Ni le médecin de garde, ni la femme qui l'a amenée dans ses bras, ni même l'infirmière qui a remarqué le léger tremblement sous son ventre. Ils ont seulement dit que c'était une fièvre étrange, un gonflement de l'estomac, quelque chose qui passerait sûrement avec Tederuda et des prières. Mais ce qui bougeait à l'intérieur de cette fillette n'était ni un parasite, ni une infection. C'étaient des contractions. Et quand enfin quelqu'un a osé regarder de près, il était déjà trop tard. La créature avait commencé à naître. Elle avait 10 ans. Je suis Burgo, et ceci est Mexique interdit. Avant de continuer, je te demande de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Car dans cet espace, nous racontons ce que beaucoup préfèrent taire. Je veux aussi t'inviter à laisser dans les commentaires de quelle partie du Mexique tu nous regardes. Nous lisons tous les messages, et beaucoup des histoires que nous racontons ici naissent justement de ces régions oubliées. Celle-ci, en particulier, vient d'une communauté qui ne figure même plus sur les cartes. On appelait la fillette Clara, bien que personne ne sache si c'était son vrai nom ou seulement celui que quelqu'un a utilisé pour remplir le formulaire à la clinique rurale du refuge, au nord de San Luis Potosí. Le centre de santé était petit, à peine 3 pièces et un cabinet sans anesthésie. Une nuit de pluie, une femme au visage couvert et aux mains calleuses est arrivée avec la mineure enveloppée dans une couverture et a demandé de l'aide. Elle a dit que la fillette avait l'estomac gonflé, qu'elle ne cessait de transpirer, qu'elle était restée 1 semaine sans parler. Le médecin de garde n'était pas pédiatre. Mais quelque chose dans la pâleur extrême du visage enfantin l'a alerté. En soulevant la couverture, Dieu sent. Clara était en travail d'accouchement. L'enregistrement fut discret. La femme qui l'a amenée a disparu avant que quelqu'un ne lui demande une pièce d'identité. Le bébé est né mort, avec le corps tordu, les bras collés à la poitrine et la tête déformée. Clara n'a émis aucun son, ni un cri, ni une larme. Elle regardait seulement le plafond, les yeux grands ouverts et sans rien fixer. L'infirmière qui l'a assistée a écrit 3 mots sur un morceau de papier et l'a caché dans sa blouse avant de le remettre à la superviseure. Ce n'était pas elle. Dans les semaines qui suivirent, beaucoup tentèrent de reconstituer l'histoire. Une psychologue bénévole a voyagé depuis Matehuala pour interroger la fillette. Mais Clara ne disait pas un seul mot. Une travailleuse sociale du DIF a vérifié les fiches de naissance, mais il n'existait aucun enregistrement à son nom. Un journaliste local a voulu publier l'affaire, mais il a reçu des avertissements et sa note a été archivée comme matériel délicat. Et pendant ce temps, Clara fut envoyée dans un refuge d'urgence sans nom, avec 5 autres mineurs dans des conditions similaires. Elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas seule. Elle dormait assise, serrant une serviette comme si c'était son enfant perdu. Ce fut une jeune infirmière nommée Nagélique qui a remarqué un détail qui allait tout changer. En lavant Clara pour la première fois, elle a vu sur son dos 3 cicatrices parfaitement droites, disposées en forme triangulaire, comme une marque rituelle. Ce n'étaient pas des blessures récentes. Elles semblaient avoir été faites avec intention et patience. Elle en a informé le directeur du refuge. Quelques jours plus tard, Nagélique fut transférée sans explication. Ce fut alors qu'un professeur d'histoire rurale à la retraite, appelé Samuel Hernandez, qui collaborait avec des archives généalogiques de la région, a relié une donnée oubliée. En 1986, un instituteur rural a rapporté avoir vu une fillette aux yeux différents, un clair et un foncé, traînant une corde près du mont de San Agustín. Cette fillette a disparu et n'a jamais été enregistrée dans aucune école. Des années plus tard, en 2004, une sage-femme âgée a laissé une note avant de mourir.
dans laquelle elle mentionnait une fillette élevée par ses propres oncles, sans nom, qui a accouché en silence et s'est évanouie parmi les fers. Toutes les pistes menaient à la même famille, les Morales. Les habitants du ranch El Encino, un terrain isolé entre la Sierra Huastec et les terres communales d'élus, sont venus. Il s'agissait d'une communauté fermée, avec peu de visites, où tout se résolvait à l'intérieur. Les autorités avaient cette connaissance de son existence, mais personne n'osait entrer sans permission. Pendant des décennies, on murmurait que là-bas, les femmes ne sortaient pas et les enfants n'allaient pas à l'école. Tout ce que l'on savait était ce que les commerçants voyaient lorsque l'un des hommes descendait vendre du bois de chauffage ou des objets à troquer à la foire d'été. Une institutrice de la communauté voisine, Maria del Carmen, a raconté à voix basse qu'une fois, en passant avec sa camionnette par un chemin secondaire, elle avait vu 3 enfants à la peau très blanche et aux cheveux lisses, debout en ligne devant une cabane. Ils ne souriaient pas. L'un avait les yeux complètement désalignés. Un autre, un tremblement dans la main. Le plus petit se cachait le visage. L'image l'a poursuivie pendant des années. Elle a dit qu'elle avait tenté de contacter le DIF, mais qu'elle n'avait pas de preuves et que personne n'avait voulu l'accompagner. À ce moment-là, Clara devait avoir à peine 3 ou 4 ans. Avec le temps, quelques infirmières du foyer où elle avait été envoyée ont remarqué que la fillette commençait à dessiner. Pas de mots, ni de figures humaines. Seulement des formes circulaires, l'une dans l'autre, et toujours le nombre 3. Quand quelqu'un lui a demandé ce qu'elle signifiait, elle a écrit d'une écriture tremblante. Les marques. Ensuite, elle a déchiré le papier et l'a mangé. Ce fut le seul geste impulsif qu'elle montra en 6 mois. Ce fut lors d'un examen médical plus détaillé que d'autres marques furent découvertes. Sur la partie intérieure des cuisses, sur la nuque, derrière l'oreille gauche. Toutes identiques. Aucune récente. La pédiatre qui a signé le rapport a demandé une intervention fédérale. Mais 2 jours plus tard, la mineure a disparu du système. Littéralement, son dossier fut retiré, son nom effacé du recensement du foyer. Et personne ne répondit de son lieu de résidence. Burgo a reçu la copie de ce rapport de la part d'une source anonyme, avec une photo ancienne. Une fillette debout devant une cabane en bois, pieds nus, avec une poupée dans les bras et un regard identique à celui de Clara. En arrière-plan, une femme au visage couvert d'un voile tient un balai. Au verso, écrit à l'encre coulante, on lisait « Tout reste en famille ». Et c'est là que cette histoire commence à peine. Pourquoi y a-t-il des endroits au Mexique où les familles ne vieillissent pas? Elles se déforment. Où le silence pèse plus lourd que la loi? Et où une fillette peut accoucher à 10 ans sans que personne ne demande pourquoi? De quelle partie du pays nous regardez-vous? Laissez-le dans les commentaires. Ce qui suit est encore plus sombre. Dans le foyer où Clara est restée quelques mois avant de disparaître, il restait encore des traces de sa présence. Un dessin mal découpé collé au mur avec du ruban adhésif médical. Une couverture pliée avec un soin excessif, comme si elle ne voulait pas laisser de plis. Et un morceau de bois brûlé avec 3 initiales, CLM, l'une des soignantes, Doña Herminia, femme âgée et réservée, fut la seule à oser dire que la fille n'était pas folle, mais piégée. Elle disait que quand on lui parlait doucement et sans peur, Clara faisait de petits gestes avec les yeux, comme si elle essayait de communiquer sans mots. Mais ce fut dans la région de San Benito que les choses commencèrent à bouger. Suite à un reportage qui ne fut jamais publié, un jeune anthropologue nommé Emiliano décida d'enquêter sur les rumeurs concernant l'enseignement. Accompagné d'un caméraman,
il s'enfonça par les sentiers de la Sierra pendant 2 jours, jusqu'à atteindre ce qui restait du Ranch Morales. Ce qu'il trouva ne fut pas une maison. C'était un ensemble de cabanes en ruine, sans porte ni fenêtre, mais avec des signes d'occupation récente, des feux de camp éteints, des chiffons accrochés et des marques gravées dans le bois. L'un des murs avait un motif qui attira l'attention d'Emiliano. 11 figures humaines gravées en rangées, toutes avec des yeux vides et une ligne verticale sur le vent. À côté, les lettres R, 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 gravées de manière répétitive. Au centre du terrain, une pierre ronde avec des marques circulaires et des cendres tièdes. Le caméraman prit plusieurs photos, mais sa caméra s'endommagea mystérieusement au retour. Une seule image put être récupérée, où l'on voit une figure enfantine à distance, partiellement couverte par l'ombre d'un arbre. Quand ils agrandirent la photo, ils remarquèrent que la fille avait un œil plus clair que l'autre, comme Clara. Dans les jours suivants, Emiliano tenta de remettre son rapport à une institution des droits de l'homme. Ils le rejetèrent faute de preuves documentaires. Ce fut alors qu'il contacta une ancienne employée du DIF, retraitée depuis des années, qui lui raconta quelque chose qui le laissa sans voix. En 1998, elle avait été assignée à une révision de terrain dans une zone proche, où vivait prétendument une famille sans registre civil. Elle affirma avoir vu une jeune femme au regard perdu et un bébé qui venait d'être attaché contre sa poitrine. La femme, dit-elle, avait le même motif d'yeux que Clara, et elle n'était pas seule. Derrière elle, un vieil homme observait depuis un coin. Il avait une cicatrice profonde sur le front et tenait un couteau de cuisine. L'employé rapporta la découverte, mais son chef lui dit de ne pas s'en mêler. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser ainsi », lui avertit-il. Peu après, elle fut réaffectée à une autre région et ne reparla jamais du sujet jusqu'à ce qu'Emiliano la cherche. Il lui remit une copie de sa déclaration au cas où il lui arriverait quelque chose. Des jours plus tard, Emiliano disparut. Une semaine après sa disparition, quelqu'un fit irruption dans un bureau municipal de San Benito et vola 5 dossiers des archives historiques. Toutes avaient un rapport avec l'élu l'enseignement. Personne n'enquêta. Il n'y eut pas de caméra. Personne ne parla. Mais quelques jours plus tard, sur le mur extérieur de la petite chapelle du village, apparut écrite au charbon la phrase « Le sang ne se mélange pas. Le sang se garde. » Les lettres étaient accompagnées d'un dessin, un triangle avec un cercle à l'intérieur. Ce fut alors que réapparut Nageli, l'infirmière qui avait été mutée des mois auparavant. En cachette, elle remit à un journaliste de Ciudad Valle un carnet où elle avait copié tout ce qu'elle avait vu dans le corps, déclare. Elle détailla les marques, les dessins, les réactions. Une de ses annotations disait « Chaque fois que quelqu'un tentait de l'embrasser, elle tournait le visage et serrait le poing. » Comme si elle attendait un coup. Une autre entrée disait « Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle ne répondit pas. Mais il s'est uriné dessus et s'est recroquevillé comme s'il avait ravivé quelque chose. » Mais le détail le plus effrayant se trouvait à la fin du cahier. Nageli avait obtenu une feuille de celle que Clara utilisait pour dessiner. Elle était déchirée, mais on distinguait encore la forme d'un utérus et à l'intérieur, 2 figures. Une grande, une plus petite. Au bas de la feuille, un gribouillis en forme de croix rota. Ce n'était pas un dessin enfantin, c'était presque chirurgical. Le journaliste qui a reçu le carnet a publié un fragment de l'histoire sur les réseaux sociaux. Le post a été supprimé en moins de 2 heures pour cause de violation des normes communautaires. Son compte a été suspendu. Cette même nuit, sa maison a été marquée d'un cercle sur la porte. Il a déménagé sans laisser de traces.
Depuis lors, l'affaire est passée de bouche à oreille. Comme une histoire maudite, comme un avertissement. Mais la peur a grandi encore plus lorsqu'un jeune ingénieur qui travaillait pour la Commission fédérale d'électricité a rapporté avoir effectué une visite technique dans une nouvelle construction sur le versant nord de l'Encino choisi. C'était une structure en béton, sans fenêtre, avec une porte en fer rouillée. En frappant, un jeune homme a ouvert. Il était pieds nus, avec la peau pâle et les yeux laiteux. L'ingénieur a demandé s'ils avaient besoin d'électricité. Le garçon a répondu « Ici, nous ne laissons pas entrer la lumière. Ici, le sang se souvient. » L'ingénieur n'a rien rapporté officiellement. Il l'a seulement raconté à un cousin le lendemain, entre deux verres, avec la voix tremblante. Il a dit qu'il y avait quelque chose dans ce regard qui lui a glacé le sang. Ce n'était pas de la peur. C'était de la résignation. Comme s'ils avaient su que leur destin était de se répéter. Et pendant ce temps, Clara continuait de ne pas apparaître nulle part. Son lieu de séjour était devenu un mystère pour certains et un signal pour d'autres. Pour beaucoup dans la communauté, l'histoire était déjà une légende. Mais pour ceux qui avaient vu ses yeux, ce n'était pas un mythe. C'était une plaie ouverte. La question que personne ne voulait se poser était la plus simple. Combien d'autres filles vivaient comme elle? Combien accouchaient en silence, accouchaient en secret et mouraient sans nom? La plupart des personnes qui vivaient près de l'Encino choisi n'osèrent jamais y entrer. Non pas parce que quelqu'un le leur interdisait explicitement, mais parce que la peur s'était incrustée dans la terre elle-même. Chaque génération héritait de la rumeur, sans savoir tout à fait si c'était vrai. Mais avec la certitude que quelque chose d'obscur respirait derrière les grilles. Les enfants étaient avertis de ne pas traverser le ruisseau quand ils descendaient chercher du bois. Les femmes âgées priaient en passant à proximité. Et les hommes, bien qu'ils fassent semblant d'être courageux, évitaient de regarder vers ce côté de la montagne quand le brouillard commençait à descendre. Des années avant que Clara n'apparaisse à la clinique, une femme qui travaillait comme sage-femme dans la communauté de Tepezintla, Doña Trini, a reçu un appel urgent de la part d'une famille qui s'est présentée seulement comme les M. Ils lui ont demandé de monter discrètement à une cabane que personne d'autre ne connaissait. Selon ce qu'elle raconterait des années plus tard en secret, elle fut conduite par un sentier où le mont semblait se refermer comme une cage végétale. Ils l'ont emmenée les yeux bandés pendant une partie du trajet. En arrivant, elle a trouvé une adolescente qui ne répondait pas à son nom. Elle était couverte de sang et enveloppée dans un vieux drap. Doña Trini a demandé combien de mois de grossesse elle avait. Mais personne n'a répondu. Ils lui ont seulement dit que l'enfant arrivait déjà. L'accouchement fut brutal. Le bébé a été sans émettre de son. Il avait une peau si fine que l'on voyait les veines, et ses yeux ne s'ouvraient pas. Ils l'ont enveloppé rapidement, sans lui donner de nom. Quand Trini a demandé à voir le placenta, un des hommes l'a pris et l'a jeté au feu. Ensuite, ils l'ont payé avec des monnaies sales et lui ont demandé d'oublier ce qu'elle avait vu. Elle a essayé. Pendant des années. Mais dans ses derniers jours de vie, avant de perdre la mémoire complètement, elle a raconté à sa petite fille qu'elle n'avait jamais vu une créature comme celle-là. Que la mère semblait avoir l'esprit brisé, comme si elle ne vivait plus entièrement dans ce monde. Et qu'en partant, un des présents lui a murmuré à l'oreille « Le sang ne se retourne pas, il se purifie ». Sa petite fille fut celle qui a tout noté dans un vieux carnet, et des décennies après, elle en a envoyé une copie à un forum en ligne, où des cas de disparition dans les zones rurales étaient discutés. Ce fut l'un des premiers fils qui connecta l'histoire de Clara avec un lignage plus long que ce que quiconque imaginait. L'une des pièces les plus perturbantes a surgi d'un endroit inattendu, le registre d'une école télésécondaire,
abandonnée aux limites de Tamlajas. Dans une archive de 1993, une élève inscrite sous un faux nom, Maria Lopez, qui n'a assisté que 3 jours, est brièvement mentionnée. Selon les notes de l'enseignante, elle avait un regard absent, ne parlait avec personne et ne semblait pas comprendre les instructions les plus simples. Le 4e jour, elle n'est pas revenue. Quand ils sont allés la chercher, l'adresse qu'elle avait fournie menait à un terrain vague avec des restes de feu de camp et une corde pendue à un arbre. Mais ce qui a le plus attiré l'attention fut le dessin que la petite fille a laissé sur son pupitre avant de disparaître. Une figure féminine avec 3 cœurs flottant au-dessus, l'un d'eux avec un œil au centre. Le dessin était accompagné des lettres C, L, E, M, écrites sur les bords. Quand cette image fut partagée sur les réseaux des années après, une femme qui disait avoir travaillé comme soignante à l'auberge où Clara avait séjourné écrivit un message anonyme. Ce fut son dessin. Elle le faisait chaque nuit avant de dormir. Elle ne savait pas écrire, mais elle dessinait toujours la même chose. Pendant ce temps, l'accès à l'ancien Ranch Morales fut scellé de manière informelle. Un groupe de voisins a placé des troncs croisés et des avis écrits à la main qui disaient « propriété privée » et « passage interdit ». Mais tous savaient que personne ne réclamait cette terre. C'était un acte symbolique, comme s'ils voulaient mettre une croix sur la mémoire du lieu. Ce fut juste pendant cette période qu'une jeune universitaire nommée Mara Lucia Ramos disparut durant un voyage sur le terrain. Elle étudiait la géologie à l'Université autonome de San Luis Potosí et faisait un relevé des sols dans les zones hautes. Sa dernière entrée dans le journal disait « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose dont je ne sais pas si c'était réel. 2 fillettes identiques, avec la même robe, étaient debout devant un tronc, me regardant. L'une d'elles a bougé les lèvres, mais je n'ai rien entendu. J'ai seulement ressenti du froid. Beaucoup de froid. » Le journal fut trouvé à l'intérieur d'un arbre creux, des semaines après. D'elle, on n'a jamais rien su. L'affaire fut classée comme disparition sans preuve de délit. Mais les enregistrements d'appels du téléphone portable de Mara ont montré un numéro composé 2 fois quelques minutes, avant qu'elle ne perde le signal. C'était le téléphone fixe d'un bureau rural, déjà désactivé depuis 2001. Dans ce même bureau, des années auparavant, a travaillé un homme nommé Donato Pérez, qui fut l'un des rares fonctionnaires à signaler des irrégularités avec les familles et les registres dans cette région. En 1999, Donato avait envoyé 3 courriers demandant une attention médicale urgente pour une communauté isolée, où des naissances avec malformation étaient rapportées. Il n'a jamais reçu de réponse. Son dossier a disparu du système en 2003. Donato est décédé subitement l'année suivante. Sa femme a dit que dans ces derniers jours, il parlait en dormant, répétant une phrase encore et encore. « Ils sont du même sang. Ils sont du même sang. » Parallèlement, une église évangélique locale, qui avait l'habitude de visiter des communautés marginalisées, a partagé avec ses fidèles une photo prise lors d'une de ses missions de l'an 2000. Sur l'image, à peine visible en arrière-plan, apparaît une figure enfantine debout à côté d'une croix en bois improvisée. La fillette a les bras ballants, la robe déchirée et le regard perdu. Mais le plus inquiétant est que sur leur visage, on distingue clairement un œil pâle avec un anneau jaunâtre autour. Quand il fut confronté par les voisins, le pasteur de l'église dit qu'il y avait des endroits où même la parole de Dieu ne pouvait entrer sans être tordue. Petit à petit, ce qui semblait un cas isolé commença à faire partie d'un schéma plus profond et douloureux. Femme avec de faux noms. Fillettes avec des yeux différents. Bébés qui n'ont jamais été enregistrés. Et un silence institutionnel qui couvrait tout.
En 2022, un groupe indépendant de journalistes a décidé de reprendre l'histoire. L'un d'eux, Matteo Ribas, a voyagé jusqu'à l'Egido le plus proche d'El-Encino, avec l'intention de recueillir des témoignages. Ce qu'il a trouvé fut de la résistance, de la peur, et finalement, une vieille femme qui lui a remis un petit médaillon en bois avec 3 cercles entrelacés. Elle a dit qu'il appartenait à la fillette de la montagne et qu'elle l'avait laissé enterré près d'un arbre sec où on l'entendait pleurer à l'aube. Quand Matteo demanda si elle savait où était cette fillette, la femme répondit seulement « Elle n'est pas partie. Elle s'est divisée. Je suis Burgo, c'est le Mexique interdit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aussi vous sentez que ces histoires ne doivent pas rester enterrées. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parfois, ce n'est pas le silence qui fait peur, mais ce que ce silence réussit à cacher pendant des générations. L'histoire, ou quel que soit le nom réel de cette fillette qui a accouché à 10 ans et a disparu sans laisser de traces, semblait se diluer dans les fissures de la montagne. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de l'oublier, un nouveau signe émergeait. Un dessin, une marque, une phrase répétée comme une litanie. Et petit à petit, quelque chose de plus inquiétant devenait évident. Clara n'était pas le début, et elle ne fut pas non plus la fin. Dans les premiers jours de décembre 2023, un incendie de forêt a ravagé plusieurs hectares de terrain sec au nord de San Martín, Chalchicuautla. Bien que les dégâts fussent mineurs, un groupe de pompiers a halo, parmi les racines calcinées d'un mesquite, les restes d'une petite structure en adobe semi-enterrée. Elle n'apparaissait sur aucune carte et n'avait pas de référence dans les archives cadastrales. À l'intérieur, ils ont trouvé des fragments de ce qui semblait être un autel rudimentaire, fait comme ces animaux. 2 poupées de chiffon clouées à une croix de bois et une boîte en fer blanc rouillée avec des photographies anciennes. Une des photos montrait une femme assise sur une chaise en osier, le regard perdu, les cheveux en désordre et une cicatrice visible sur la tempe. Elle tenait un paquet entre ses jambes. La résolution était mauvaise, mais en augmentant le contraste numériquement, on distinguait le visage d'un bébé déformé, sans yeux, avec une protubérance dans le cou. Au verso de l'image, quelqu'un avait écrit « CLM », 2e génération. Sans mélange. Cette boîte est arrivée entre les mains d'une anthropologue légiste nommée Julieta Arcos, qui collaborait avec une organisation civile qui documentait des communautés non enregistrées. Julieta a croisé des données avec le dossier de l'affaire Clara et a trouvé des coïncidences médicales alarmantes. Toutes les créatures nées dans cette lignée familiale présentaient des caractéristiques similaires: lèvres incomplètes, fusion des doigts, absence partielle de pavillons auriculaires et une proportion crânienne incompatible avec les paramètres de gestation conventionnels. Mais au-delà des malformations, il y avait une autre constante encore plus perturbante. Aucune des mères n'avait de documentation. Toutes étaient des fillettes. Julieta, impactée, a décidé de visiter personnellement les points signalés dans les registres indirects: ruines, refuges fermés, anciens chemins de bûcherons. Sur chaque site, elle a trouvé quelque chose qui se connectait avec l'histoire. Marques sur des pierres, os enterrés superficiellement, inscriptions répétées. Mais ce qui l'a vraiment marqué fut une interview avec une femme de 70 ans, aveugle de naissance, qui vivait dans une petite maison à l'entrée de la forêt et qui, selon les locaux, savait tout. La vieille femme l'a reçue sans parler. Elle a seulement étendu la main et lui a offert un cahier couvert de terre. En l'ouvrant, Julieta a trouvé des pages décrites avec une calligraphie enfantine, mais pleine de symboles. Au milieu du cahier, une phrase écrite à l'encre rouge: « Il fut mon père.
et le père de ma mère. La femme a dit, d'une voix à peine audible, que les fillettes marquées ne pouvaient jamais parler de ce qu'elles savaient. Que si elles le faisaient, les animaux cessaient de mettre bas, les pluies ne tombaient pas, et le monde devenait ennemi. Le silence est le seul baptême qui est permis là-haut, a-t-elle murmuré. L'histoire est devenue encore plus inquiétante lorsque, en révisant d'anciens registres des archives générales de l'État, Julieta a trouvé une feuille égarée du recensement de 1952, où apparaissait une famille Morales avec 3 membres, tous avec des initiales dupliquées, M, M, E, C, C, et une entrée étrange à la fin, vient d'être OCLM, sexe non. Déterminé. Il n'y avait pas d'adresse, seulement une notation, zone rurale sans accès. Visite non réalisée. Ce fut la première fois que le nom de Clara est apparu sur papier officiel, ou du moins ce que l'on croit être son nom. Ce qui a suivi fut une chaîne de réactions à différents niveaux. Certains fonctionnaires se sont montrés disposés à collaborer, mais ont été rapidement déplacés ou réduits au silence. Une journaliste radio qui a voulu diffuser un spécial sur l'affaire a reçu des menaces. Quelqu'un a rayé sa voiture avec le mot « sang ». 2 jours après, son programme a été annulé pour des changements de ligne éditoriale. Pendant ce temps, une photo a commencé à circuler de manière clandestine entre chercheurs et activistes. C'était l'image d'une jeune femme aux cheveux attachés, aux yeux de couleurs différentes et une expression absolument vide. Elle était debout devant une cabane, pieds nus, et avec les bras croisés sur la poitrine, comme si elle protégeait quelque chose d'invisible. La date dans le coin inférieur marquait 2021. Personne ne savait qui l'avait prise, mais beaucoup affirmaient qu'il s'agissait de Clara, des années après avoir disparu. Burgot a reçu une copie de cette image ainsi qu'une lettre anonyme qui disait « Elle est toujours vivante. Mais elle n'est plus la même. Ils l'ont marquée pour qu'elle n'échappe pas au sang. Elle est le nœud. » Le terme nœud apparaissait aussi dans plusieurs dessins attribués aux fillettes de cette famille. Figures enchevêtrées, cordes serrées, cœurs piégés entre des filles. Tout semblait tourner autour de l'idée d'appartenir par obligation, de répéter sans pouvoir choisir. Ce fut dans ce contexte qu'un jeune avocat qui travaillait à l'Institut national des personnes disparues décida de prendre l'affaire à son compte. Son nom était Luis Vázquez, et sa grand-mère avait vécu dans une communauté voisine, l'Encino. Il affirmait qu'enfant, il écoutait des histoires sur les filles qui ne pleuraient pas, et que sa grand-mère lui avait appris à se signer chaque fois qu'il passait devant une pierre triangulaire au milieu du chemin. Luis consulta les registres, sollicita des exhumations et réussit à ce qu'un dossier judiciaire soit ouvert. Mais une semaine après, il démissionna. Dans sa lettre de démission, écrite à la main et remise sous pli cacheté, Luis écrivit seulement une phrase. « Le sang ne se touche pas. » Il s'hérite. Depuis lors, l'affaire a flotté entre la brume légale, la superstition et l'oubli intentionnel. Mais il y a ceux qui n'oublient pas. Il y a ceux qui cherchent encore Clara, non pas pour punir, mais pour protéger. Car derrière son histoire, il y en a beaucoup d'autres. Des filles qui sont nées piégées dans un lignage qu'elles n'ont jamais demandé. Des mères qui étaient filles de leurs propres frères, des cycles où le péché n'avait pas de nom, car personne ne le nommait. Tout ce qui entourait Clara semblait échapper au registre, comme si son existence même était une anomalie dans le temps et l'espace. Chaque tentative d'établir des dates, des parentés ou des lieux exacts se terminait par de la confusion, des contradictions ou des disparitions soudaines de documents. C'était comme si chaque ligne écrite à son sujet, chaque donnée collectée, était effacée par une force silencieuse et implacable. Mais le plus perturbant n'était pas cela.
Le plus perturbant était que chaque fois que quelqu'un trouvait un fil lâche et tirait dessus, une autre Clara apparaissait. Une autre fille avec des yeux différents. Une autre avec les marques. Une autre avec le même regard brisé. En janvier 2024, une travailleuse sociale à Tamasopo a reçu une mineure secourue d'une décharge municipale. Elle était déshydratée, vêtue de vêtements masculins, et ne prononçait pas un mot. En la baignant, la femme a remarqué des cicatrices linéaires sur le dos et les cuisses, ainsi qu'une couture irrégulière près du nombril. Mais le plus déconcertant était son silence. Elle n'émettait aucun son, pas même en ayant une forte fièvre ou en étant vaccinée. Son regard fixe, sans réaction. Comme si elle observait depuis un endroit où personne d'autre ne pouvait entrer. Quand on lui a montré une feuille blanche et des crayons de couleur, la seule chose qu'elle a dessinée furent 3 cercles entrelacés avec une ligne rouge qui les traversait. Au verso, elle écrivit un seul mot. Mère. La fille fut inscrite dans le système avec un nom fictif, comme cela se fait habituellement dans les cas où l'identité est inconnue. Mais une bénévole du refuge qui avait aussi travaillé sur l'affaire Clara des années auparavant, à peine elle la vit, resta paralysée. Elle dit que c'était la même fille. Qu'elle avait le même visage, le même grain de beauté sur la clavicule. La même façon de tenir le crayon. La direction du refuge ordonna un silence absolu. Ils archivèrent le dossier avec l'indication de risque institutionnel. 3 jours plus tard, la fille disparut. Les caméras de sécurité tombèrent en panne cette nuit-là. Personne ne sut comment elle était partie ou qui l'avait sortie. Ce qui semblait une accumulation de coïncidences commença à acquérir un schéma plus sombre et structuré. Une série de documents internes divulgués par un ancien employé du registre civil de Ciudad Valles montrait qu'entre 1992 et 2022, au moins 8 actes de naissance avaient été délivrés pour des mineurs de sexe féminin avec les initiales CLM. Toutes sans père enregistré, toutes avec un lieu de naissance indéfini, toutes disparues avant l'âge de 5 ans. Mais il y eut un cas qui attira particulièrement l'attention, une Catalina L. Morales, enregistrée en 1994, qui fut légalement adoptée par une famille du nord de Veracruz. Elle vécut avec eux jusqu'à l'âge de 11 ans. Sa mère adoptive, Norma E., raconta que la fillette était silencieuse mais affectueuse, qu'elle dessinait habituellement des choses qu'elle ne comprenait pas, des organes humains, des symboles étranges, des visages de forme, mais qu'elle était douce et obéissante. Jusqu'à ce qu'un jour, lors de la messe du dimanche, elle vit le prêtre lever une croix pendant la bénédiction et Catalina commença à crier, de manière déchirante. Elle dut être sédatée. Depuis lors, elle devint agressive, cessa de manger et répétait des phrases insensées pendant qu'elle dormait. Elle disait « Il est mon frère. Il est mon fils. Il est mon père. » Finalement, elle fut internée dans une clinique psychiatrique privée. Quelques semaines plus tard, elle s'échappa par une fenêtre du 2e étage. Elle ne fut jamais retrouvée. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, fut classée sous la désignation de psychose infantile avec antécédents traumatiques. Mais lorsqu'un infirmier qui avait travaillé dans cette clinique lut une publication de Mexico Prohibido sur le cas Clara, il prit contact avec la chaîne. Il décrivit Catalina avec une précision chirurgicale. Des yeux de couleurs différentes, des marques sur le corps et une aversion instinctive au toucher masculin. L'homme dit qu'un jour, il la vit gravée avec une pierre sur le mur de sa chambre, un symbole qu'il reconnut ensuite dans un article sur les rituels de scellement utérin dans des communautés isolées. C'était un triangle inversé, avec une ligne horizontale. Ce symbole apparut également dans une recherche académique jamais publiée,
réalisé par le docteur Ángel Zamora, anthropologue expert en pratiques occultes dans la Sierra Madre orientale. Son travail, divulgué par un collègue après sa soudaine disparition en 2019, parlait de lignées fermées qui pratiquaient un type de consanguinité rituelle, non par ignorance, mais par mandat culturel interne. Selon Zamora, il existait des registres oraux de clans où les fillettes étaient engendrées par les hommes de la lignée ascendante pour préserver la pureté de l'esprit originel. C'était une pratique ancienne, occulte, profondément enracinée dans la peur et dans l'adoration d'un Dieu oublié qui n'était pas le chrétien, un Dieu sans nom. Dans ces rituels, les fillettes n'avaient pas de voix. Elles étaient des marques vivantes d'une promesse entre sang. Quand elles atteignaient un certain âge, non déterminé par les années, mais par des cycles lunaires. Elles étaient scellées, c'est-à-dire marquées avec des lames faites d'obsidienne sur des points du corps qui représentaient des portes. Il ne s'agissait pas de punition. C'était, pour eux, un acte de protection, afin que la lignée ne s'échappe pas, afin que des enfants d'autres hommes ne naissent pas, afin que le sang ne soit pas souillé. Beaucoup diront que tout cela sonne comme de la folie, comme de la superstition, comme un mythe d'horreur. Mais il y a des rapports médicaux réels. Il y a des registres de fillettes avec des cicatrices inexplicables, avec des malformations répétées, avec des attitudes identiques. Il y a des photos, il y a des témoins, et il y a le silence. Trop de silence. En avril 2024, un groupe de randonneurs qui parcouraient une partie peu fréquentée de la montagne dans la région d'Axla de Terrassas tomba sur ce qui ressemblait à une cabane abandonnée. L'une des randonneuses, photographe professionnelle, a pris plusieurs images de l'extérieur. Elles ne sont pas entrées par respect et précaution. Mais en examinant les photos plus tard, l'une d'elles montrait quelque chose que personne n'avait remarqué sur le moment. Une figure enfantine, debout derrière un rideau de tissu, regardant directement l'appareil photo. Grands yeux, visage pâle, silhouette rigide. En agrandissant l'image numériquement, il a été confirmé qu'elle avait un œil marron et un autre gris clair. La photo est devenue virale pendant quelques heures. Elle a ensuite été supprimée de toutes les plateformes. Le compte de la photographe a été suspendu pour contenu dérangeant. Et elle, interviewée par un média local, s'est contentée de dire « Quoi que j'ai vu, ce n'était pas nouveau ». Elle attendait. Cette sensation, celle de quelque chose qui attend dans le silence, est ce qui a maintenu cette histoire vivante. Car même si les autorités insistent pour le nier, et que les archives disparaissent, et que les jeunes filles sans nom continuent de disparaître, il y a quelque chose qui demeure. Quelque chose qui respire entre les arbres. Quelque chose qui marche pieds nus sur la terre sans laisser de traces. Quelque chose qui n'a jamais été entièrement enterré. Les histoires comme celle-ci n'ont généralement pas de témoins vivants, ou du moins pas de témoins qui veuillent parler. Mais parfois, ce qui n'est pas dit s'accumule dans les recoins de la mémoire collective, comme de la poussière dans une maison fermée. Et alors il suffit d'une fissure, d'une fuite, d'un murmure dans la bonne direction pour que tout s'écroule. C'est précisément ce qui s'est passé lorsqu'un prêtre âgé, à la retraite depuis plus de 2 décennies, a décidé de rompre son vœu de silence dans une lettre manuscrite envoyée sans expéditeur à une organisation de droits humains à Guadalajara. La lettre commençait par une phrase glaciale. « J'ai vu l'enfant de mes propres yeux. » Et sa mère était aussi sa sœur. Le père Anselmo, comme on le découvrit plus tard, avait été affecté en 1987 à une paroisse de la Sierra Baja Potosina, dans un village proche du lieu-dit déjà alors redouté de El Encino.
Il raconta que durant son service, il fut appelé une nuit pour bénir une maison où une créature malade était née. En arrivant, on le guida par un chemin de terre qui se délitait sous les pieds, jusqu'à une cabane où l'air était si dense qu'il semblait ne pas bouger. À l'intérieur, une adolescente semi-inconsciente gisait sur des sacs de jute déchirés, les jambes ouvertes et une expression de douleur et de vide qu'il n'oublia jamais. L'enfant, nouveau-né, était tenu par une femme âgée qui le berçait d'un chant monotone, sans parole. Le prêtre demanda à voir le père du bébé. Personne ne répondit. Alors il regarda attentivement la jeune femme et la reconnut. Il avait tenté de l'inscrire au catéchisme pour enfants des années auparavant, mais la famille ne l'avait jamais laissé y assister. Elle s'appelait Lucia, et elle avait 13 ans. Sa mère, la femme du chant, était aussi sa grand-mère. Dans la lettre, le père Anselmo écrivit qu'il avait tenté de dénoncer le cas, mais que la chose elle-même lui avait demandé de la prudence. Il y a des zones où l'on ne peut pas porter la croix sans qu'elle ne saigne, fut la phrase textuelle. Anselmo obéit pendant des décennies, mais avant de mourir, il voulut laisser un témoignage. L'organisation qui reçut la lettre la croisa avec d'autres données et découvrit que Lucia avait le même motif oculaire décrit dans le cas de Clara. Un œil marron et l'autre grisâtre, avec un anneau jaunâtre. Ils découvrirent également que l'enfant mourut 1 mois après sa naissance et fut enterré dans une tombe sans nom derrière la maison. Aucun acte de décès, aucune messe, seulement une croix de branches sèches. Ce fut l'un des premiers signes de ce que certains ont commencé à appeler la ligne brisée. Une chaîne généalogique invisible qui, cependant, laissait des marques très visibles sur les corps, dans les esprits et dans les âmes de ceux qui y naissaient. À chaque génération, les déformations s'intensifiaient. À chaque nouvelle grossesse, les silences devenaient plus profonds. Et, pendant ce temps, de nouvelles pistes ont commencé à émerger de coins inattendus. Une infirmière à la retraite qui a travaillé pendant des années dans un hôpital public de Ciudad Mante a raconté qu'en l'an 2002, ils ont pris en charge une fille d'environ 9 ans qui a été admise d'urgence pour une fausse couche. La mineure avait des déchirures internes, des signes de malnutrition avancée et de multiples cicatrices anciennes. Elle ne pouvait pas être identifiée. Elle ne parlait pas. Elle murmurait seulement une phrase entre ses dents. « Ne le regarde pas dans les yeux ». Personne ne savait à qui elle faisait référence. En cherchant les archives de cette année-là, il n'y avait aucun enregistrement sous son nom. Cependant, l'infirmière a gardé une copie non autorisée du rapport médical, où l'on lisait « Patiente féminine ». Possiblement âgée de moins de 10 ans. Produit expulsé complet. Marque rituelle sur le dos, les fesses et le cou. Yeux hétérochromiques. État catatonique. La feuille avait un sceau éligible, mais en haut, manuscrit, apparaissait ce qui ressemblait à un numéro de série. 154. Ce code s'est répété dans au moins 3 autres dossiers filtrés de différents hôpitaux de la région, tous avec des caractéristiques similaires. Ce qui a mené à penser qu'il existait un réseau de dissimulation, ou du moins de classification parallèle, où ces filles étaient identifiées sous ce code CLM, avant d'être retirées du système. Pour cela, elle n'avait pas été la seule, et cela ne semblait pas non plus être un cas spontané. C'était une série. Une lignée génétique conçue pour ne pas se mélanger, pour rester intacte, sans l'intervention du monde extérieur. En parallèle, une enquête menée par une reporter indépendante a révélé qu'entre les années 1985 et 2020, au moins 27 filles ont disparu dans des communautés proches de la zone d'Encino, toutes officiellement enregistrées.
toutes dans des contextes ruraux extrêmes, toutes âgées de moins de 14 ans. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais été recherchées. D'autres déclarées fugueuses de la maison. Mais certaines ont laissé des signes. Une robe pendue à un arbre, un cahier enterré, un symbole peint avec du sang sur une pierre. L'un des cas les plus bouleversants fut celui d'une fille nommée Amalia, vue pour la dernière fois en 1997 dans un éjido de la région de Tankangi. Sa maîtresse la décrivait comme timide, mais brillante, avec une mémoire photographique impressionnante et une obsession pour dessiner des cartes. Elle disait qu'elle rêvait d'être géographe et de tracer les chemins des montagnes. Jusqu'à ce qu'un jour, elle cesse de venir en classe. Sa mère a dit qu'elle était partie avec une tante à Monterey. Mais la tante a nié l'avoir vue. En fouillant son pupitre vide, ils ont trouvé un papier plié avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, il y avait une carte de la zone avec 3 cercles marqués en rouge, connectés entre eux par des lignes droites. À côté, avec une écriture enfantine, on lisait « Où le sang est gardé ». Ce document fut caché pendant des années par la directrice de l'école, qui craignait des représailles. Il fut seulement remis aux autorités lorsqu'elle vit sur les réseaux une publication très claire et reconnut le motif. À partir de ce moment-là, la carte fut analysée par des experts en géographie culturelle, qui découvrirent que les 3 points coïncidaient avec d'anciennes routes de pèlerinage préhispaniques, liées à des rituels de fertilité. Ce qui semblait une simple anomalie génétique ou un cas d'abus isolé, commençait à acquérir des dimensions beaucoup plus complexes et perturbantes. Une pratique héritée, structurée, enracinée dans des croyances anciennes qui survivaient dans la clandestinité, nourrie par la peur et l'indifférence institutionnelle. Et tandis que tout cela se passait, tandis que les journalistes étaient censurés, les témoins réduits au silence et les archives effacées, la figure de Clara continuait d'apparaître comme un écho qui refuse de mourir. Peu importait combien de fois son existence était niée, surgissait toujours une nouvelle histoire avec son visage, avec ses yeux, avec ses cicatrices. C'était comme si l'histoire de Clara n'était pas seulement celle d'une fille, mais celle de toutes. Comme si son corps brisé et silencieux contenait le cri qu'elle n'avait jamais pu pousser. Les enquêteurs médico-légaux disent souvent que le corps garde des mémoires, que l'esprit tente d'oublier. Des cicatrices invisibles dans l'os, des tensions musculaires anciennes, des micro-fractures que personne ne se souvient avoir subies. Mais dans les corps des filles marquées des sigles KLM, la mémoire n'était pas subtile, elle était brutale. Elle était exposée sur la peau comme une écriture que personne n'avait voulu lire. Et pourtant, elles étaient là, sur chaque vertèbre saillante, dans les sillons symétriques des omoplates, dans les incisions horizontales derrière les oreilles, comme si quelqu'un avait tenté de les réécrire de l'intérieur. Un médecin résident de Monterrey, qui a demandé à garder son nom secret, a envoyé à Mexico Prohibido une série de notes cliniques non officielles, enregistrées pendant son service social dans une clinique rurale de la Huasteca. Selon ce qu'il a raconté, entre octobre 2023 et février 2024, ils ont pris en charge 4 mineurs aux caractéristiques similaires, toutes âgées de 8 à 12 ans, toutes avec un type d'altération de la pigmentation oculaire, toutes extrêmement silencieuses, toutes avec des cicatrices rituelles. Le plus frappant cependant était qu'aucune n'avait d'acte de naissance, ni de proches pour les réclamer. Les filles avaient été amenées par des oncles éloignés ou des voisins solidaires, qui disparaissaient ensuite sans laisser de contact. Lorsqu'on leur demandait leur nom, elles ne répondaient pas. Certaines ne réagissaient même pas aux stimuli de base. L'une d'elles, la plus jeune,
avait tatoué au couteau le symbole de 3 cercles entrelacés sur la cuisse droite. Une autre, plus âgée, possédait une calligraphie étonnamment précise pour quelqu'un sans scolarisation formelle. Elle écrivait des mots comme saut, répétition, nœud, silence. Le médecin a fait son possible pour conserver des copies des dossiers médicaux. Mais il a rapidement commencé à recevoir des pressions. Le directeur de la clinique lui a interdit de documenter plus de cas avec ces caractéristiques. Une infirmière l'a averti que ses filles apportent la malédiction. Et peu de temps après, il fut muté. Avant de partir, il a pris des photos d'un des cahiers qu'une des filles utilisait pour écrire dans ses moments de calme. Sur une page, elle a dessiné un utérus inversé avec des branches autour. Sur une autre, elle a écrit une phrase qui ne semblait pas avoir de sens. « Je suis la 4e, mais je porte en moi la 7e. » Ce motif, cette répétition quasi mathématique, a attiré l'attention d'un généticien de l'UNAM, qui collaborait de manière anonyme à des projets d'identification dans des communautés rurales. En examinant les données biologiques obtenues de restes osseux exhumés dans un cimetière clandestin dans la zone de San Martín, il a trouvé quelque chose qui l'a fait arrêter l'analyse. Les échantillons, correspondant à 5 corps distincts, avaient un indice de consanguinité si élevé que le système affichait une erreur. C'était comme si les 5 corps provenaient de la même paire génétique. Mais la tranche d'âge entre eux variait de manière considérable. Le plus ancien, celui d'une femme adulte, datait de 1983. Le plus récent, celui d'une fille de 9 ans, datait d'à peine 5 ans auparavant. Le généticien a écrit dans son rapport personnel une hypothèse non officielle. Ces individus ne sont pas frères. Ce sont des branches distinctes du même arbre, renfermées sur lui-même. Et il a ajouté quelque chose de plus, en lettres rouges, possible héritage multigénérationnel autosuffisant. Reproduction interclan. Simultanément, un artiste graphique qui travaillait à restaurer des documents endommagés dans les archives ecclésiastiques du nord de Veracruz a trouvé une lettre de l'année 1971, écrite par un moine qui parlait d'une famille qui ne se mélange jamais avec personne et qui vit de son propre sang, comme les agneaux de sacrifice. Le document incluait un dessin symbolique, une spirale qui se terminait par une croix sans bras. Cette même image est apparue des décennies plus tard, dans un carnet d'une mineure internée, dans un hôpital de Tampico. Tout semblait orbiter autour de la même chose. Une structure qui se répétait, une identité qui se transmettait comme cosmique. Clara, ou CLM, n'était pas une seule fille, mais un nom générique assigné à chaque nouvelle héritière du lignage. Une figure qui naissait encore et encore au sein d'un cycle conçu pour rester caché, en dehors des lois humaines, au-delà du temps. C'est alors qu'une journaliste documentariste, Veronica Carrillo, a décidé de s'infiltrer comme volontaire dans une communauté isolée entre Gila et Tamazunchal. Elle avait lu toutes les publications possibles. Elle avait croisé les noms, les dates, les motifs. Elle savait que le silence était dangereux, mais elle croyait que quelqu'un devait regarder en face. Ce qu'elle a trouvé était quelque chose qu'elle n'attendait pas. Dans une petite maison en adobe, gardée par 2 femmes âgées et un homme atteint d'un handicap moteur, elle a rencontré une petite fille au regard perdu qui passait les après-midi à cueillir des fleurs sauvages pour tresser des couronnes. Son nom, ont-ils dit, était Lucia. Elle avait 10 ans. Mais Véronica savait que cette fille n'était pas une Lucia quelconque. Son iris gauche avait la même couleur laiteuse qui apparaissait sur les photographies anciennes. Son bras gauche avait 3 cicatrices en ligne. Et ses mains étaient trop petites pour l'âge qu'il disait. Pendant des semaines, Véronica a vécu avec eux, gagnant leur confiance.
Elle a réussi à enregistrer des fragments de conversation, des sons nocturnes, des chants en langue inconnue. Une nuit, elle a entendu les femmes âgées répéter une prière devant la fille. « N'ouvre pas la porte du ventre. Ne le laisse pas sortir de l'extérieur. Garde le sang. Garde l'écho. » La fille regardait seulement le feu, en transe. Quand Véronica a décidé de quitter les lieux, elle a laissé une petite caméra cachée dans un vase. Elle n'a jamais pu la récupérer. 3 jours plus tard, la maison a été réduite en cendres par un incendie accidentel. Il n'y a pas eu de victime. Mais il n'est pas non plus resté de traces de la fille. Véronica a présenté son témoignage devant le parquet. Mais l'affaire a été classée comme accident domestique sans indice de délit. Elle-même a reçu des menaces voilées. Elle a dû quitter le pays pendant un certain temps. Ce qu'elle a laissé derrière elle était un dossier rempli de noms, symboles, dates, coordonnées. Mais aussi quelque chose de plus puissant, une certitude douloureuse. L'histoire des Clare n'était pas une histoire individuelle. C'était un phénomène culturel caché, une lignée tissée dans la boue, le silence et le sang. Une lignée qui ne demandait pas d'aide. Une lignée qui exigeait seulement qu'on ne la regarde pas. Et pourtant, quelqu'un a regardé. Et quelqu'un d'autre regarde maintenant. Parce que tu es ici, écoutant ceci. Parce que tu n'as pas fermé cette vidéo. Parce que quelque chose en toi a aussi senti le nœud, l'inconfort, le soupçon que nous ne parlons pas d'une légende. Parce que bien que nous ne puissions rien affirmer avec certitude, l'écho de cette histoire ne cesse de se répéter. Ce qui fait le plus mal n'est pas ce qui se voit, c'est ce que personne n'a voulu voir. Ce qui s'est répété devant des médecins, des juges, des prêtres, des sages-femmes, des voisins, et tous ces fonctionnaires qui un jour ont signé à contre-cœur un rapport avant de partir déjeuner. À tous les niveaux, quelqu'un a su et n'a rien fait. L'histoire déclare, ou mieux dit, des nombreuses Claires qui ont été faites, chargées, répétées, est la blessure la plus profonde d'une société qui a appris à ne pas regarder là où ça fait mal. À la mi-2024, un groupe indépendant d'anthropologues légistes, d'activistes et de journalistes a décidé d'assembler ce qu'ils ont appelé l'archive des silencés. Un répertoire avec des noms incomplets, des initiales, des dates brisées, des dessins récupérés, des marques physiques, des symboles et des photographies non reconnues. Là est apparue pour la première fois une image inédite, floue, mal éclairée, mais réelle. Sur elle, une figure enfantine de dos marche pieds nus vers un autel fait de pierres et de fleurs séchées. Elle a le dos découvert. On aperçoit 3 marques parallèles descendant depuis l'omoplate droite. Dans le coin inférieur, quelqu'un a écrit au stylo « C.L.M. Septimalus ». Cette image a été envoyée par un prêtre jésuite qui l'a trouvée parmi les papiers d'un missionnaire décédé en 1999. Il n'avait jamais su ce que cela signifiait. En voyant les publications de la chaîne, il a compris que cet enfant n'était pas une victime isolée. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est alors qu'est apparu un mot que personne n'avait osé prononcer. Culte. Non pas dans le sens vulgaire de secte violente, mais dans le sens profond, structurel, presque liturgique. Un culte à la lignée, à la répétition, à la préservation d'un sang qui ne devait pas se mélanger. Un culte transmis en secret, entre ses uros et rites, où le corps de la femme n'était pas le sien, mais un véhicule, un vase pour engendrer ce que les hommes disaient qu'elle devait faire. Et les fillettes, surtout les fillettes, étaient le cœur du système. Pourquoi étaient-elles celles qui ne parlaient pas ?
Pourquoi était-elle celle qui pouvait être modelée de l'intérieur? Pourquoi était-elle celle qui, en ayant des enfants, vole le cercle? C'est cette idée qui a commencé à hanter Julieta Arcos, l'anthropologue légiste qui avait recueilli plus de 40 dossiers liés par des schémas similaires. Dans son dernier rapport, elle a écrit « Nous ne sommes pas face à une communauté marginalisée, avec un manque d'accès aux services. Nous sommes face à un système fermé qui reproduit sa structure à travers le silence, de l'isolement géographique et d'un langage symbolique transmis par génération. Ceci n'est pas un abandon étatique. C'est une indifférence institutionnelle soutenue. » Julieta a présenté les découvertes devant une commission des droits de l'homme étatique. Mais quelques jours après, elle a été victime d'une tentative d'agression. Elle a renoncé à son poste à l'université. Elle s'est exilée à Oaxaca, où elle continue de recueillir des témoignages de manière anonyme. Avant de partir, elle laissa un paquet entre les mains d'une journaliste fiable. À l'intérieur, il y avait plus que des rapports. Il y avait des vêtements d'enfants avec des symboles brodés à la main, une photographie d'échographie sans date ni nom, et une lettre écrite d'une main tremblante qui disait « Je l'ai déjà porté une fois, et il a encore grandi en moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être un nœud. » Le mot « nœud » se répète encore et encore. Dans les dessins, dans les témoignages, dans la façon dont les filles croisent les jambes en s'asseyant, dans la manière dont elles dessinent des cercles qui ne se touchent pas. Un motif qui renvoie à l'enfermement, à l'entrelacement forcé, à l'impossibilité de rompre avec ce qui est déjà lié avant la naissance. Mais tout n'est pas silence. Tout n'est pas résignation. Dans un refuge au nom réservé, dans le nord de Puebla, vit actuellement une jeune femme que l'on appelle Lia. Elle est arrivée là après avoir échappé d'une maison en pisé sur une colline de Veracruz, après avoir marché 3 jours sur des sentiers inconnus. Elle fut trouvée par un paysan qui la conduisit aux autorités. Lia ne parlait pas, mais elle écrivait. Son premier message fut « Je ne suis pas seule. À l'intérieur de moi, il y en a une autre. » Elle avait 13 ans et était enceinte de 6 mois. Le personnel du refuge l'a accompagnée avec un soin extrême. Chaque jour qui passait, son écriture devenait plus claire, plus précise. Elle dessinait une fille aux yeux différents, avec des marques dans le dos. Et à côté, elle écrivait des mots comme écho, ombre, répétés. Quand enfin elle parla, elle dit une phrase qui fit trembler toutes les personnes présentes. « Je ne suis pas la dernière. Il en manque 3. » Les médecins qui l'ont soignée confirmèrent des signes de violence obstétrique antérieure, des cicatrices mal refermées et des restes de métal oxydé incrustés dans la peau de l'abdomen, comme s'ils avaient essayé de la sceller de l'extérieur. Le bébé est né vivant. Une fille, les yeux grands ouverts, un gris, un marron. Quand l'infirmière l'atteint pour la première fois, la nouveau-née ne pleura pas. Elle la regarda seulement. L'État n'a pas voulu reconnaître Lia comme victime de traite ni d'abus rituels. Ils ont dit que c'était un cas spécial et qu'il devait être géré avec discrétion. Le refuge où elle se trouve maintenant lutte pour maintenir son emplacement secret. Son histoire est connue de peu de personnes. Mais la menace demeure. Parce que Lia a peur, parce qu'elle sent que quelqu'un la cherche, parce qu'elle dit que si on la trouve, ils la refermeront. Parce qu'elle craint que, lorsque sa fille grandira, quelqu'un vienne l'emmener, la marquer. Les histoires des Claire, d'Elias, de celles qui ne pleurent, ni ne jouent, ni ne regardent de front, sont une seule histoire divisée en corps distincts. Ce sont des branches du même arbre malade. Un arbre qui a grandi tordu, qui s'est nourri de la peur, qui a fleuri dans l'ombre. Un arbre dont les racines respirent encore sous la terre que nous piétinons.
Et maintenant, la peur est devenue plus sophistiquée, plus insaisissable, parce qu'il ne suffit plus de cacher des filles dans des ranchs éloignés. Maintenant, tout est devenu numérique. Fichiers qui disparaissent, images qui s'effacent seules, témoignages qui ne parviennent pas à être publiés, forums fermés pour contenu inapproprié. Comme si quelque chose ou quelqu'un s'assurait que l'histoire ne soit jamais racontée entièrement. Mais nous sommes là, la racontant, la nommant. Parce que chaque fois que quelqu'un dit « cela ne peut pas être », une autre fille est marquée. Chaque fois que quelqu'un dit cette exagération, une autre créature naît sans nom. Chaque fois que quelqu'un se moque, se tait, s'écarte, le nœud se resserre davantage. On dit que certaines histoires ne devraient pas être racontées. Qu'il y a des choses qu'il est préférable de laisser enterrer, surtout lorsqu'elles impliquent des croyances si anciennes qu'elles se confondent avec les racines de la peur. Mais ils disent aussi que l'oubli est la forme la plus cruelle de condamner ceux qui n'ont pas eu de voix. Et dans ce cas, la voix n'était pas celle d'une seule fille. C'était l'écho de générations entières qui n'ont jamais pu dire qui elles étaient, ni d'où elles venaient, ni pourquoi leur corps souffrait dans des endroits que même les médecins n'avaient pu nommer. Ces derniers mois, après que cette chaîne a commencé à publier les fragments de cette histoire, des messages ont commencé à arriver. Certains anonymes, d'autres écrits avec maladresse, beaucoup à peine avec des phrases isolées. Ma cousine avait les yeux différents. Ma sœur était née avec des cicatrices que personne n'a pu expliquer. Dans mon village, il y avait une fille qui parlait une langue qui n'était pas la nôtre. Ma grand-mère m'a toujours dit de ne pas aller dans la montagne où le sang ne se mélange pas. Chaque message confirmait la même chose. Cette histoire n'était pas une exception. Ce n'était pas un cas isolé. C'était un réseau de silence qui s'étendait sur des régions entières, au-delà des États, au-delà des noms de famille. Histoires qui n'apparaissent pas dans les livres, mais qui survivent dans la mémoire orale, dans les dessins cachés derrière les pupitres, dans les lettres que personne n'a osé envoyer. Histoires qui sont vivantes. Une de ces lettres, que nous avons reçues sans expéditeur, était écrite au crayon sur une feuille scolaire jaunie. Elle disait « Je ne suis pas claire, mais j'ai été marquée pareillement. Ma mère a aussi été ma sœur. On m'a dit que c'était ainsi depuis toujours. On m'a dit qu'il se disait que quelque chose de pire viendrait. Je ne veux pas continuer à répéter. Je veux que ce soit la dernière fois. Je veux que ma fille ait un nom. » La signature n'était pas là. Seulement un dessin, une spirale avec une ligne brisée. Et c'est là que cette histoire trouve son véritable noyau. Non dans l'horreur, non dans la difformité, non dans les symboles, ni dans les rituels. Mais dans ce geste ultime d'humanité qui survit même dans les conditions les plus sombres. Le désir de rompre avec le cycle. Le désir qu'une fille n'hérite pas du silence. Le désir qu'une fille ait le droit de faire seulement cela. Une fille. Parce que ce que nous avons raconté ici n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est un reflet douloureux de ce qui se passe quand l'abandon devient structure, quand la négligence se normalise et quand le sang devient prison. C'est un avertissement. Mais c'est aussi une invitation à regarder là où personne ne veut regarder, à demander là où tous se taisent, à embrasser sans peur celles qui ont été marquées par une histoire qu'elles n'ont pas choisie. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, il se peut qu'une autre Clara naisse dans un coin sans lumière. Il se peut qu'il y ait une fille écrivant en secret ce qu'elle ne peut pas dire.
Il se peut qu'il y ait une femme se demandant si elle a le droit de rompre avec tout, si elle a la permission de sauver sa fille du destin qu'ils lui ont imposé. Et peut-être que la seule chose dont elle a besoin est de savoir qu'elle n'est pas seule. C'est pourquoi nous continuons de raconter. C'est pourquoi nous ne nous taisons pas. Parce que chaque histoire dite est une fissure dans le mur du silence. Et chaque fissure, tôt ou tard, laisse entrer la lumière. Je suis Burgo. Ceci est Mexique interdit. Si cette histoire t'a ému, je t'invite à laisser ton commentaire. Dis-nous de quelle partie du pays tu nous regardes. Dis-nous si tu connais un cas qui est resté sans réponse, une histoire qui mérite d'être racontée, un coin où vivent encore les échos de ce qui n'est pas dit. Abonne-toi à la chaîne et active la clochette. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un de disposé à écouter, nous allons continuer à parler. Non par morbide curiosité, non par peur, mais par mémoire, par justice, et pour toutes les clairs qui attendent encore d'être vues.